Les podcasts de Nouvelle Acropole France. Le mythe des 7 sages aux origines de la sagesse. Première conférence du cycle Les premiers philosophes par Laura Winkler, philosophe, cofondatrice de Nouvelle Acropole en France, enregistrée à Paris le 16 novembre 2023. Bien, bonjour tout le monde. Nous ouvrons donc aujourd'hui le premier atelier de notre cycle annuel qui va s'appeler « Sur les pas des premiers philosophes ». On se réfère aux philosophes grecs, bien que la philosophie ne soit pas inventée par les Grecs, puisqu'on trouve en Orient et un peu partout. Mais bon, en Occident, nous sommes habitués à nous donner cette primauté. Mais donc, on va partir ensemble à la découverte de ce vaste sujet. Et aujourd'hui, donc, dans cette journée mondiale de la philo que nous avons l'honneur d'ouvrir, on va traiter sur le mythe des 7 sages aux origines de la sagesse. Et ensuite, dans le petit programme que vous avez à disposition, vous avez les dates. C'est une fois par mois, les dates sont indiquées. Et nous allons parler sur les très célèbres philosophes appelés pré-socratiques, c'est-à-dire tous ceux qui sont avant Socrate, qui lui-même apparaîtra comme les fondateurs, entre guillemets, de la philosophie classique, avec un triptyque extraordinaire qui va éclairer la Grèce à son époque et ensuite le monde, qui est Socrate, Platon, Aristote. Il faut savoir que c'est 3 générations qui se succèdent, et en ces 3 générations, toute l'histoire d'Athènes et de la Grèce est bouleversée de manière incroyable. Mais bon, tout ça sera peut-être la suite, et puis fait partie des études que nous proposons dans le cadre de notre école de philosophie Nouvelle Acropole. Alors, pour aborder ce sujet, nous avons un appui non seulement moral, mais physique, puisque je me basais sur un ouvrage qui s'appelle « Les premiers philosophes », qui est écrit par une spécialiste qui est également membre de Nouvelle Acropole en Espagne, universitaire, qui s'appelle María Dolores Fernández Figueres, une dame d'une extraordinaire, érudition, et en même temps donc une clarté d'expression formidable, qui est allée chercher les choses les plus incroyables, les documents les plus cachés, donc ça nous rend très, très accessibles ces enseignements. Donc si vous voulez avoir une sorte, entre guillemets, de poli pour ceux qui, j'espère, vont vouloir nous accompagner dans le cycle, c'est l'ouvrage qu'on vous propose, édité par nos soins et un tarif raisonnable. Donc aujourd'hui, nous allons en fait reprendre brièvement quelques mots que j'avais expliqués déjà dans le cadre de la conférence qui a fait introduction au cycle, qui était le mois dernier. Je ne sais pas si certains parmi vous ont assisté à la conférence d'introduction. Donc, alors, dans cette conférence, il était question justement de présenter une période très particulière de la Grèce, puisque si nous étudions l'histoire de la Grèce, après une période néolithique de laquelle on ne connaît pas grand-chose, il y a eu 2 grandes civilisations, qui ont été la civilisation mycénienne, qui était située dans le Péloponnèse, avec des villes comme Mycène, Argos, Tyrinthe. Mycène, ça vous dit peut-être quelque chose. Les commencements de Sparte, mais disons c'est surtout Mycène qui était très importante à cette époque, et que l'on connaît surtout par les récits homériques, puisque c'est de Mycène qui va partir Agamemnon et son frère Ménélaos, qui est vraiment très fâché parce que sa belle épouse Hélène a été enlevée par Paris, qui est un prince troyen. Donc tout ça déclenche, comme vous le savez, la guerre des Troies. Énorme guerre qui dure 10 ans et dans laquelle ce combat entre les Grecs et les Troyens va déclencher un petit peu les foudres célestes avec des dieux qui sont d'un côté et de l'autre. Mais bon, en tout cas, l'œuvre d'Homère, qui est postérieure, décrit une civilisation qui sera considérée très particulière, très puissante, et en fait, elle le sera, dans un esprit monarchique, guerrier, héroïque, avec des grands personnages très inspirés. Mais tout a une fin, et pour des raisons diverses, cette civilisation va décliner. En parallèle, il y a une autre grande civilisation qui se développe à peu près à la même époque, je parle à peu près de 2000 à moins 1200, qui est la civilisation crétoise, qu'on appelle minoenne, parce que le roi principal que l'on connaît de Crète s'appelle Minos, le roi Minos, qui a une belle épouse qui s'appelle Pasiphae, qui tombe amoureuse d'un étrange taureau sorti de la mer, et de l'union de cette
reine avec les taureaux, va naître un monstre étrange qui est le Minotaure. Donc un corps d'homme et tête des taureaux, très puissant, mais quand il est fils d'un dieu, on ne peut pas le tuer. Donc il est enfermé dans une immense construction qu'on appelle les labyrinthes, agnosos. Lieu, labyrinthe, disons, une sorte de grand palais dans lequel il y a plein de pièces, on rentre, on ne sait pas par où on passer, comment s'en sortir. Et ce Minotaure est nourri de jeunes garçons et de jeunes filles qui, à l'époque, étaient amenés d'Athènes, puisqu'Athènes existait comme petite ville, mais qui était sous la domination crétoise. Donc, et on raconte qu'effectivement, dans une de ces années où on amène ces jeunes garçons et jeunes filles, il y a le prince Thésée qui décide de venir et se battre contre les Minotaures. Et peut-être vous connaissez la suite, puisqu'effectivement, il va vaincre les Minotaures et à partir de là, revenir à Athènes et devenir le roi, disons, d'Athènes. Donc ces grandes civilisations sont dans une période, disons, antérieure. Elles ont développé un degré de raffinement incroyable, beaucoup d'échanges avec le Moyen-Orient, avec l'Égypte, etc. Mais tout ça a connu une fin, une sorte de déclin, pour différentes raisons, invasion, sécheresse, différentes causes. Et tout d'un coup, cette belle Grèce devient une sorte de champ un peu aride, et on rentre dans un âge obscur. Il n'y a presque plus rien. Grand déclin. Grande, disons, misère, achèvement des choses. Mais comme toujours, sous les cendres restent quelques petites étincelles, quelques flamèches disponibles. Un feu va se rallumer. Et petit à petit, on va commencer à nouveau à fonder des cités qui vont surtout s'installer dans la Ionie, sur la côte, disons, occidentale de la Turquie, qu'on va appeler à l'époque la Ionie, enfin différentes provinces. Toujours les Grecs, vous savez, comme ils sont dans un pays de montagnes, ils s'installent sur le bord de la mer. C'est un peu comme des Japonais. Les villes sont en général côtières et ils sont des extraordinaires marins. Donc, ils vont s'installer, ils vont fonder différentes cités. Après, chaque cité va créer d'autres colonies. Donc, à chaque fois, on refondera d'autres petites cités. Et c'est ça que j'avais expliqué la dernière fois. C'était cette fondation des cités dans laquelle on va, des groupes à peu près de 200 personnes, avec un personnage qui part, qui est appelé héros fondateur. Ils apportent les lois de leur pays, leurs coutumes, et un petit feu, un feu qui va être rallumé dans la nouvelle cité. Donc c'est toujours l'idée de transmettre des valeurs essentielles, disons, et recréer à partir de là des nouvelles vies qui vont commencer à grandir à leur tour. Ça, c'était un petit peu cet étrange moment, nous sommes à peu près entre le 8e et le 6e, 7e siècle, où les choses vont commencer un peu à renaître. Et en même temps, justement, qui vont partir, disons, des gens de toutes catégories, que ce soit les législateurs, les guerriers, les paysans, en fait. Ils vont réorganiser la cité selon leurs principes et leurs lois. Eh bien, va toujours apparaître à ce moment-là, justement, cette idée que, bon, là où on va créer une cité, il faut en même temps, comme le dirait très bien Platon dans la République, l'organisation d'une société. Il faudra distribuer les tâches, et les plus habiles pour chaque tâche vont assumer les fonctions utiles et nécessaires au bon fonctionnement et à la survie de la collectivité. Mais ça ne suffit pas, puisqu'il va falloir également gérer la justice, l'éducation, des valeurs plus importantes. Donc là, c'est plutôt les vertus, la qualité humaine qui va prévaloir pour décider qui va, disons, s'occuper de ceci et cela. Et on donnera beaucoup d'importance dans ces populations, donc à l'émergence de ce qu'on va appeler les sophos, les sages. Et ces premiers sages doivent avoir plusieurs qualités, puisqu'ils doivent être capables d'inventer ce qui est utile. Donc, ils impliquent toujours l'idée de celui qui applique. Il y a un sens pratique dans cette idée de sophos qui est très important dans ces premiers temps, où on dit que sage est celui qui connaît ce qui est utile et non celui qui connaît beaucoup de choses. Donc nous ne sommes pas encore, peut-être par la nécessité, vous voyez, de ces cités qui se constituent et qui sont toutes jeunes, de ne pas être dans des grands échanges verbiaux,
mais dans le fait d'être très pratique, très concret. Et en même temps, il faut se rappeler que chercher ce qui est utile à cette époque, c'est ce qui est utile pour le corps et pour l'âme. On ne va pas se contenter de dire, voilà, j'ai besoin d'une chaise pour m'asseoir. Ça, c'est utile, une chaise. Oui, mais j'ai besoin aussi d'asseoir mes idées. Alors, comment j'ai fait pour travailler sur un autre plan des réalités? Donc, dans un premier temps, pour ces anciens, c'est sûr, ce sont les dieux qui inspirent la sagesse chez les hommes. Et ça, c'est très intéressant. On retrouvera une des phrases de ces sages présocratiques qui va nous parler sur cette importance de respecter et tenir compte des dieux. Et parmi les dieux qui portent la sagesse, il y avait Athéna. Bonjour Athéna, ça vous dit quelque chose, hein? Oui. Et Athènes, la ville d'Athènes, garde son nom puisque la déesse qui la gouverne, qui la protège, est justement Athéna. Après un combat, que peut-être vous connaissez, avec le dieu Poséidon. Parce qu'il y avait deux dieux qui voulaient être les protecteurs d'Athènes. Alors, le peuple décide, bon, alors qu'est-ce que vous nous proposez? Poséidon touche avec son sceptre, n'est-ce pas, le sol, et surgissent des chevaux extraordinaires, n'est-ce pas, avec un char et autres. Puisque le cheval était associé avec Poséidon. Et Athéna touche avec sa lance le sol et surgit un bel olivier. Et de cet olivier peuvent surgir, n'est-ce pas, les olives, l'huile, et avec l'huile on va pouvoir allumer le feu. Donc en même temps, il est nourricier pour le corps et pour l'âme. Et les Athéniens disent, voilà, va pour Athéna. Et c'est comme ça que la ville d'Athènes prend ce nom. Donc Athéna va rester toujours associée en tant que fille de Zeus, qui est la puissance extraordinaire, n'est-ce pas, le roi de l'Olympe, et de Métis, qui est l'intelligence pratique, la ruse et l'habileté. L'expression d'une intelligence gardienne de la civilisation, avec en même temps des caractères de connaissance. Elle porte la connaissance, la sagesse, comme cette petite flamme, et en même temps un sens pratique. Donc, elle va présider les métiers, les tissages, le potier, etc. Un certain nombre de disciplines pratiques. C'est l'intelligence de la tête et l'intelligence des mains qui devaient fonctionner ensemble. Donc, beaucoup d'éléments, des arts et des techniques, une qualité de ces sophos capables d'inventivité, de créer des choses. Je parlerai plus en détail quand on fera le prochain exposé sur Thalès, parce que Thalès apparaît comme en même temps mathématicien et aussi un grand inventeur, des choses très pratiques pour la cité. Donc les 7 sages doivent détenir ce type de sagesse. Et en même temps, avec le temps, ils approfondissent les connaissances, ils méditent sur les choses divines, ils vont chercher une certaine contemplation. Donc nous allons passer d'un savoir pratique à une contemplation théorique. Théorie, c'est l'idée de la vision. C'est la contemplation, la vision des choses. Et dans les exemples que je citerai tout à l'heure, il y a des cas très particuliers qui sont à la limite du chamanisme, avec des qualités très spéciales. Et en même temps, effectivement, la sagesse, en fait, est un lien avec la mantique, c'est-à-dire la capacité divinatoire. Parce que les dieux qui président toute la création de ces colonies, les constitutions de chaque cité, le respect des lois, l'ordonnancement des choses, n'est rien d'autre qu'Apollon. Apollon, le super Apollon, qui est le fils, entre guillemets, préféré de Zeus, parce qu'il est le plus intelligent, le plus beau, enfin il a toutes les qualités. Et il préside, comme vous savez, la cité de Delphes, qui est la cité des oracles. Mais les oracles ne se faisaient pas dans un premier temps, surtout pour des demandes personnelles. Est-ce que je vais me marier, je serai riche? Bon, parfois on pouvait demander ça. Mais c'est surtout les cités qui envoyaient des représentants pour des conseils concernant la constitution, les lois, la meilleure manière de gérer des choses. Donc il y avait un côté de vision de la cité du collectif qui était très important. Donc Apollon préside cet aspect des choses, puisque Apollon connaît le présent, le passé et le futur. Et les sages devaient aller dans ce sens, d'être maîtres des 3 temps. Sachant que l'avenir est incertain, mais l'on peut avec une certaine sagesse les prévenir
Et si en même temps on a la vision d'Apollon, je pense qu'on peut même le voir. En tout cas, accéder à la sagesse qui apporte Apollon exige de l'intuition et de l'imagination. Une vision, intuition. L'intuition va au-delà de la raison. Athéna est plus dans la raison, Hermès aussi. Apollon est plus dans une sorte de captation directe des choses et de la vision intérieure. Donc il faut développer la vision intérieure et l'art de la maîtrise de soi. Et on verra qu'un certain nombre de ces phrases un peu énigmatiques de cette sage seront inscrites tout autour du temple de Delphes. La plus célèbre que nous connaissons et nous répétons tous, c'est le « Connais-toi toi-même ». Pour certains, on peut la compléter « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Certains vont l'attribuer à Socrate, mais en réalité, l'origine est plus archaïque. Et on verra ça tout à l'heure, puisque effectivement, elle fait partie des phrases qu'on attribue à ces célèbres premiers 7 sages. Pour être plus précis, on va l'attribuer à Chilon de Sparte, la formule du « connais-toi toi-même ». Je vais parler sur eux tout à l'heure plus en détail. Donc, il parlait par des énigmes et il cherchait ce qu'on appelait, dans la quête de la sagesse, l'aletheia. Aletheia veut dire désocculter, enlever le voile de quelque chose qui était recouverte. Dans le mot aletheia, vous retrouvez l'été, l'essai. Et l'été était un fleuve. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous oblige un peu à revoir votre mythologie. Eh bien, c'était le fleuve dit de l'oubli. Quand, dans les mythes d'Air, dans la fin de la République, Platon nous explique justement cet être qu'on laisse pour mort, mais en fait il ne meurt pas, mais quand même il a le temps de voir comment se redistribuent les âmes, puisque les âmes, selon ce qu'elles ont vécu dans ce monde, on leur présente plusieurs options, elles décident ce qu'elles veulent faire dans la prochaine existence. Ce qui nous prouve que Platon, comme beaucoup de philosophes de l'époque, ont une vision de la réincarnation, quelque chose de tout à fait naturel. On n'a pas fini son voyage. Mais quand il est question de revenir, ou que l'âme doit encore une fois se revêtir d'un habit terrestre, eh bien on va passer à travers un désert. On commence à avoir soif. Et à la fin de ce désert, il y a un joli fleuve qui passe. Et les gens, plus ou moins assoiffés et impulsifs, vont se jeter dans ce fleuve et boire plein d'eau, moyen ou pas. Alors en fonction du nombre d'eau qu'on aura bu, sera le degré d'oubli. L'été, on vient de boire dans le l'été. Disons, on a effacé, entre guillemets, le disque dur pour repartir à zéro. Mais certains qui sont plus sages n'ont pas bu, ont bu moins. Dans ceux qui ont moins bu, forcément, ils sont plus dans l'aletheia, c'est-à-dire l'absence d'oubli. Parce que je vous rappelle que, comme le dira Platon plus tard, savoir et se souvenir. Savoir et se souvenir. Il ne s'agit pas d'apprendre, il s'agit de regarder. Ce qui dira aussi un extraordinaire poète grec qui s'appelle Pindare. Dans le ciel, savoir, c'est regarder. Sur terre, savoir, c'est se souvenir. Dans notre âme enveloppée de cette couche terrestre et corporelle, elle est un petit peu dans la confusion. C'est plus qui elle est, d'où elle vient, etc. Donc la véritable sagesse n'est pas en ajouter des choses, mais plutôt se dépouiller. Ça, c'est vraiment la clé de cette connaissance, je dirais, le cœur de la sagesse grecque est là-dedans. Avec le temps, ce sera un peu le conflit entre Platon et Aristote. Platon est plutôt, vous savez, comme dans l'école d'Athènes, la main vers le ciel, le Tibet, voilà. On s'unit aux dieux, on contemple les grandes lois. On est l'expression particulière d'une harmonie universelle, tandis qu'Aristote, il tient la main comme ça horizontale, en disant, voilà, il faut regarder ici. Et à partir d'Aristote, nous rentrons doucement dans une vision que l'on va appeler un peu plus matérialiste ou concrète. Il faut travailler dans ce monde. Et l'autre, il faut toujours se relier à l'invisible. Bien sûr, les 7 sages sont plus dans cette tendance, dans ce courant. Et ils ne parlaient pas beaucoup. Ils préféraient s'exprimer sous des formes un tout petit peu secrètes, énigmatiques,
et en particulier à travers ce qu'on va appeler les apophthegmes. Voilà, je vais vous donner les mots difficiles de la matinée. Les apophthegmes. Enchanté, vous connaissez les apophthegmes? Maintenant, vous allez les connaître. Alors, un apophthegme, qui vient du grec précepte sentence, est une parole mémorable ayant valeur de maxime. Une parole mémorable ayant valeur de maxime. Donc, en fait, il s'agissait de propositions claires et synthétiques, émises avec très peu de mots, avec une pensée de grande portée, qui donnait des conseils sur une voie à suivre, extérieure ou intérieure. Alors, évidemment, ces enseignements courts et concentrés, qui seront les propres, disons, de cette sage, et on nous a laissé une belle liste, eh bien, sont pensés pour être transmis à une population qui, globalement, n'était pas lettrée. Donc, il fallait qu'elle puisse mémoriser des choses de manière simple et accessible. C'est comme on fera dans les cathédrales, n'est-ce pas, les églises médiévales, beaucoup de petits dessins, des figures, etc., parce que tout doit être transmis d'une manière accessible, disons, sans être des grands connaisseurs. Tout le monde n'était pas un moine lettré, ou à l'époque, un grand philosophe. Donc, l'écriture était... Donc, c'était des idées, des petites phrases, faciles à mémoriser, mais aussi dignes de mémoire. Donc, j'aime bien ça, faciles à mémoriser. Elles sont courtes, elles se retiennent facilement, et en même temps méritent d'être retenues. Hein, parce qu'il y a plein de choses qui sont faciles à mémoriser, mais mieux vaut oublier. Tandis que celles-là, elles sont faciles à mémoriser et dignes de mémoire. Alors, pour que vous sachiez, parce que là, je viens de l'apprendre en préparant mon cours, un apophthegme et un adage, parfois on dit un adage, l'adage dit, hein, c'est un petit peu semblable, sauf que l'apophthegme a un auteur. Il est attribué nominativement à quelqu'un. Quilon de Sparte a dit cet apophthegme, connais-toi toi-même. Mais s'il était rentré, entre guillemets, dans la tradition populaire sans qu'on sache qui l'a dit, on dira l'adage dit. D'accord ? On a cette expression. Bien, par Plutarque, entre autres, on aura pas mal de ces éléments. Je vais vous donner très vite, parce qu'après, on va rentrer dans les détails. Je vais vous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6... Voilà, de 7 sages. D'une des listes des sages, il y a 7 apophthegmes que je vais vous donner maintenant, qui font partie de ces, justement, qu'on va placer dans les temples de Delphes. Ce qui est intéressant, n'est-ce pas, de savoir, donc, ce temple n'est pas simplement un lieu de culte dans le sens purement religieux, mais il y a une dimension philosophique et de connaissances, avec des enseignements à transmettre et à partager. Alors, je ne les lirai pas en grec, parce que mon grec est un peu oublié, mais disons, Quilon de Sparte dit « connais-toi toi-même ». Quand cette formule est complétée, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, ça va encore plus dans le sens d'expliquer comment, par cette contemplation et ce voyage vers l'intérieur de soi, l'être humain se relie à la source d'où elle vient, qui est l'univers, et les dieux. Alors les dieux, pour les anciens, il faut les voir comme les grandes lois. Ce sont les grands principes qui gouvernent les choses. Ce ne sont pas des entités personnalisées. Disons, pour les côtés plus populaires, on fera de ces dieux des personnages avec des défauts, des qualités. Mais dans les mots théos, on retrouve l'intelligence cosmique, l'intelligence primordiale. Et Zeus lui-même est l'expression de cette intelligence. Pour ça, cette intelligence va féconder différentes entités de la création, ça va donner naissance à tout. Solon d'Athènes, comme ça vous avez une partie de ma liste. Solon d'Athènes, Solon, vous avez entendu parler probablement, disait rien de trop. Rien de trop. Rien de trop. Thalès de Milette ne te porte jamais caution. Thalès de Milette fait partie de la liste des sages, mais comme je dis tout à l'heure, c'est pas que je les méprise, mais au contraire, on va lui consacrer un cours entier, un échange entier, parce qu'on connaît beaucoup plus sur lui, il a laissé beaucoup de traces, beaucoup d'enseignements, et rentre déjà dans les présocratiques qui nous parlent sur les éléments de la nature. Thalès de Milette. Thalès. Oui, Thalès. Pythagore de Mytilène.
Pittakos de Mytilène. Alors, Mytilène, pour nous situer, je reviendrai sur lui, est dans l'île de Lesbos. C'est la capitale de Lesbos. Alors, lui dira, reconnais l'occasion favorable. Reconnais l'occasion favorable. L'occasion favorable. Il y avait un mot pour les Grecs qui était très important, qui était kairos. Kairos. Voilà. L'occasion, le moment opportun. Et il était représenté à la Renaissance comme un personnage qui court très vite, parfois sur la sphère du monde, et qui a derrière une petite mèche. Personnage ailé qui... ça passe. Donc, il a la petite mèche, alors il faut le prendre par la mèche, vous voyez. Quand le moment opportun passe, il ne faut pas le louper. Et hop, il faut l'attraper au bon moment. Kairos. Il y a des choses, disons, il y a des instants qui sont précieux, parce que c'est ce moment-là et pas un autre. Pittakos, c'est lui qui dira ça. Bias de Priene. Ah, Priene, je parlerai tout à l'heure sur elle. Priene est une toute petite ville dans la montagne, magnifique, pas loin de Milète. Nous sommes toujours dans la côte de l'Ionie, hein, oui. Il y a eu les premières grandes cités. Le début de la philosophie grecque naît du côté dans les côtes de la Turquie. D'ailleurs, les plus beaux monuments sont actuellement là. En Grèce, il reste un peu de ruines moins visibles. Évidemment, elles sont tellement chargées d'histoire et de merveilles que tout nous émerveille, mais les grands monuments sont là. Alors, Bias de Priene, qui était un personnage très sage, dira « La plupart des hommes sont mauvais ». Là, c'est pas très encourageant, mais il a un avis de choses. Bias, mauvais. Il y a d'autres moyens de le traduire. C'est homme, oui, humain. Oui, humain. Humain. Non, eux, ils ne faisaient pas trop de... Mauvais. 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 Waouh. C'est le contraire. Non, la plupart moraux, non, ça serait merveilleux, mais c'est pas encore le cas. Après, il y a Cléobule de Linde. J'ai mis le nom de Lindos. Alors, pour nous situer, Lindos se trouve dans l'île de Rhodes. Quelle phrase on retient de lui? La modération est le plus grand bien. Et il y a un autre qui est dans la liste, mais qui n'est pas tout à fait dans la liste, parce que Platon ne l'aimait pas. Parce qu'il avait une grande intelligence, mais il est devenu assez tyrannique et pas très présentable. Donc je vais le citer parce qu'il est dans la liste que j'ai là, mais sachez que je ne vais pas parler sur lui trop. Périandre de Corinthe, prudence en toutes choses. Voilà, ça c'est un petit avant-goût, parce qu'après, je vous raconterai d'autres. Comme ça, vous venez d'apprendre quelque chose d'intéressant, qui est ce fait, n'est-ce pas, de les célèbres apophthegmes. Et ça nous permettra d'avoir un petit contact avec cette sage. Alors, quand nous parlons de la figure des 7 sages, déjà le nombre 7, comme toujours, est un nombre assez magique, n'est-ce pas, symbolique, puisqu'il va représenter une certaine forme de totalité. Quand nous parlerons sur Pythagore, on aura l'occasion de revenir sur les nombres, puisque c'est le maître des nombres, Pythagore. Donc on va expliquer un peu plus la symbolique du 7. Mais sachez que, par exemple, la Mésopotamie, où se développe une civilisation aussi ancienne, presque, disons, que l'Égypte, on l'appelle Mésopotamie parce qu'il est entre 2 grands fleuves, l'Euphrate et le Tigre, qui finissent, disons, en se réunissant, disons, dans leur embouchure. Et dans cette partie, disons, inférieure, il y avait surtout des cités très anciennes de l'époque sumérienne. Sumer, parce que Sumer préside, en fait, après les Babyloniens, les Assyriens et d'autres civilisations. Et c'est une zone très riche, fertile, mais avec des côtes qui changent, parce que les fleuves débordent, changent un peu de cours. Donc il y a un peu d'incertitude à la différence de l'Égypte, qui se développe à la même époque, mais avec un fleuve qui est... Bien sûr, il déborde. Chaque année, il y a la célèbre crue et après ses contrôles, mais les Égyptiens contrôlent bien leur cours. Le fleuve ne change pas décide pas de changer son lit de place. Et ça paraît un peu Mésopotamie. Mais dans cette civilisation sumérienne, très raffinée, très riche, très développée aussi à partir du 3e millénaire, il y a 7 cités, plusieurs cités qui se constituent, ils sont dans une formule de cité-État. Et
à la tête de chacune de ces cités-États, les fondateurs mythiques sont des sages. Donc on a les 7 sages qui seront les fondateurs de ces cités, qu'on va appeler les Apkalou, qui sont des prêtres d'un dieu de la sagesse qui s'appelle Enki, qui était le dieu des eaux douces, Ea Enki. Juste à titre de curiosité, cet étrange dieu, qui préside les eaux douces et la sagesse, a comme animal emblématique une chèvre-poisson. Une chèvre-poisson. Et la chèvre-poisson va passer dans l'iconographie astrologique comme la représentation du Capricorne. Pour ça, curieusement, quand vous retrouvez des représentations du Capricorne, c'est pas une pure chèvre. Comme les fromages, on attendrait une pure chèvre. Non, là c'est une chèvre croisée, chèvre-poisson. Elle est représentée avec la tête de la chèvre, et après, à l'arrière, hop, une petite boucle comme ça, pour faire le petit poisson. Ça nous vient d'un héritage mésopotamien. Parmi les 7 sages mésopotamiens que nous connaissons très peu, il y en a quand même un qui est célèbre, se distingue parmi tous, qui s'appelle Gilgamesh. Enchanté. Gilgamesh, ça vous dit quelque chose? Oui. Hein? Fantastique, l'épopée de Gilgamesh, un petit peu ancêtre de l'épopée de notre cher Héraclès, avec un personnage qui sera le roi d'Uruk. Bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais quand même, c'est intéressant de voir, n'est-ce pas, ces personnages très puissants, un peu orgueilleux, etc., qui va un peu fâcher les dieux. Donc on va lui envoyer un garçon un peu sauvage qui s'appelle Enkidu, avec lequel il va se battre, mais qui deviendra un peu son double. Donc il y a les civilisés qui est un peu barbares, et les barbares qui finalement est intérieurement très doux, qui deviendront une sorte de frères d'armes. Et à partir de là, ils partiront à la conquête d'une forêt, Bon. Et à un moment donné, ils se battent contre un taureau céleste, et parce que Ishtar les provoque, et lui, il n'accepte pas les amours d'Ishtar. Bon, l'histoire est assez compliquée, mais sachez que justement, pour se venger de cela, comme Gilgamesh a un tiers de dieux et 2 tiers de mortels, on ne peut pas les tuer facilement. Mais on fait en sorte que Enkidu, dans une bataille ou un combat, soit blessé et meurt. Et la mort d'Enkidu va provoquer une crise, dirions-nous aujourd'hui, existentielle chez Gilgamesh, qui va dire, bon, alors, qu'est-ce que signifie tout ça? Disons, il va partir à la quête de l'immortalité. C'est intéressant, la quête d'immortalité. Il va consulter le vieux Utanapishtim, qui était l'équivalent du Noé mésopotamien, qui avait réussi à sauver l'humanité du déluge. Parce que le déluge n'est pas seulement dans la Bible, il est aussi en Mésopotamie, il est aussi en Égypte, il est aussi en Grèce. Enfin, apparemment, c'est assez universel, cette histoire de déluge. Et aujourd'hui, nous en avons pas mal, des petites inondations, mais enfin, on n'a pas encore la grosse. Eh bien, Utanapishtim lui donne quelques conseils, mais il ne peut pas lui donner ce don d'immortalité totale, puisque c'est les dieux qui lui ont donné. Mais par contre, il lui conseille d'aller cueillir une plante qui donne une sorte de capacité de régénération. Il va la chercher dans les fonds des eaux, il est tellement épuisé par la quête qu'il s'endort, avec sa plante à côté. Et un petit serpent arrive, gentiment, qui mange l'herbe, disons, de la régénération. Donc depuis, le serpent change de peau, tous les années, il se renouvelle. Mais notre pauvre Gilgamesh, non. Bon, en tout cas, il revient à Uruk, il est devenu un roi très sage, très prudent, et sa fierté, son orgueil, sa violence ont été transmutés en sagesse. Et quand il meurt, il devient les gardiens des morts avec d'autres, disons, une sorte de tribunal céleste. Donc en fait, il continue à agir pour les humains. Voilà, donc ça c'est l'histoire de Gilgamesh qui est colossale, pour donner un exemple. Mais nous avons aussi en Inde la tradition des 7 sages, qui s'appellent les Sapta, comment on les appelle, Rishi. Les Sapta, Rishi c'est les sages, Sapta c'est 7, les 7 sages, que l'on va associer avec la constellation de la Grande Ourse. Et on dit effectivement que ce sont des ancêtres primordiaux qui ont eu la vision de la sagesse dans les premiers temps et qui sont nés rien d'autre que du mental de Brahma. Donc du mental
du créateur de l'univers primordial. Et ils apparaissent régulièrement, chaque nouveau cycle, où l'humanité a besoin quand même d'un petit coup de pouce, parce qu'elle a tendance à l'oubli. Ça rejoint un petit peu notre conception hindoue que vous devez connaître peut-être, qui est la théorie des avatars. Les avatars, ce sont les messagers du dieu Vishnu, un nombre de 10, un cycle qui régulièrement viennent aider l'humanité quand il faut un tout petit peu, voilà. Les plus connus actuellement, c'est Krishna, effectivement, qui est mort au commencement du Kali Yuga, l'âge noir dans lequel nous sommes, et qui était l'instructeur de Arjuna, le grand guerrier de la Mahabharata. Le texte de la Bhagavad Gita fait partie des ouvrages que nous étudions depuis notre premier cycle de philosophie, parce que la spécialité de notre programme philosophique, c'est d'étudier la philosophie d'Orient et d'Occident, puisqu'aujourd'hui on doit intégrer les deux versants, et on doit quand même apprendre à penser en s'inspirant des premières sources. Donc il y a toujours cette idée que la connaissance humaine dérive de quelque chose de plus intelligent que les humains eux-mêmes. C'est-à-dire une sorte d'intelligence cosmique qui, par la voix de Dieu ou des sages, se déferle chez les humains. Et en Grèce, bien sûr, dans cette période un petit peu où tout doit se remettre en place, se reconstituer, ces différents 7 sages vont apparaître. Alors il y a plusieurs listes, mais 4 sont toujours là. Peu importe la liste, vous avez 4 qui reviennent régulièrement, qui sont Thalès, Solon, Bias et Pythagos. Donc ils sont dans ma liste. Solon, Bias, Pythagos et Thalès, qui n'est pas dans ma liste sur les tableaux. Bon, les devises, nous en avons parlé. Donc en fait, les héros mythiques, si nous revenons à ces mondes, dans les mondes mycéniens ou minoens, c'est surtout les temps des héros. Donc c'était un petit peu après les dieux, il y a eu les héros. Donc des personnages qui portent en eux-mêmes une part des divins et une part d'humains, et qui sont amenés à accomplir un certain nombre d'exploits ou d'actions héroïques qui leur permettent de vaincre des ennemis, des adversaires, et aussi par là gagner, disons, leur nature céleste, leur nature divine. Parmi les héros, bien sûr, les plus célèbres de tous en Grèce est Héraclès, qui va passer les 12 épreuves, les 12 travaux. Mais tous les temps homériques, c'est les temps des héros. Achille, Ulysse, etc. Bien qu'avec Ulysse, nous avons un cas intéressant. Vous vous rappelez, parce qu'avec Ulysse, on écrit l'Odyssée. Donc après les 10 ans de guerre de Troie, avec le cheval de Troie, qui, justement, c'est la ruse d'Ulysse qui invente cette astuce de rentrer avec un cheval avec plein de soldats dedans. Et avec ça, ils vont réussir à vaincre la résistance des Troyens. Après, il y a le chemin de retour. Mais par quelques bêtises de lui-même et son équipage, un voyage qui devait être très court, va connaître plein de péripéties, et en tout va durer 10 ans, avant que les pauvres Odyssée et Ulysse retrouvent son Ithaque et sa belle Pénélope. Donc là, on a effectivement un exemple du héros, je dirais, proche du Sophos, parce qu'il a une sagesse, une intelligence, une habileté. Tandis que les vrais héros, dans le sens plus martial, disons solaire, c'est le cas d'Achille, qui va mourir devant les murailles de Troie, mais justement, dans sa destinée, il lui proposait un énigme, enfin une double option. Soit il décide d'une vie courte et avec honneur, donc, ou une vie longue, sans aucun prestige et sans aucune brillance. Donc il choisit la vie courte avec honneur, et avec son célèbre talon, l'unique partie où il pouvait être frappé, eh bien il connaîtra la mort et il connaîtra l'honneur. Donc nous passons de ces héros aux Sophos, ces agents de civilisation et d'histoire, et c'est pour cela que nous verrons, là je vais donner tout à l'heure tous les exemples, l'émergence d'un certain savoir-faire, d'une certaine vision de l'organisation de la cité, qui va atteindre un petit peu dans son évolution son siècle d'or d'Athènes,
et on voit un petit peu tous les mouvements de l'histoire. La sagesse divine et archaïque, ésotérique, est utile aussi dans les affaires du monde. Et on passe comme ça de cet univers premier vers un univers qui devient de plus en plus humain. Donc moi, vous voyez, je suis dans mon heure, même si c'est un peu moins qu'une heure. Donc je vous propose de faire maintenant la pause, puisque je finis mon premier sous-thème. J'espère qu'à peu près ça c'est clair pour vous. S'il y a des questions, je vais bien les écouter. On va faire une petite pause de 10 minutes, enfin le temps que vous prenez le café, on respire un peu. On décante les premières idées. Et on va passer à la partie 2, où je vous rendrai, entre guillemets, incarné, on va voir de façon plus manifestée et plus concrète, qui étaient tous ces vénérables sages. Et j'ai une longue liste de leurs pensées. Donc comme ça, vous allez partir avec un trésor. Oh, parce qu'on ne dise pas que ces sages n'ont rien dit. Ils ont pas dit beaucoup, mais c'était exprès. Alors, si je parle de Solon, si nous disons Solon, est-ce que Solon vous dit quelque chose? Pardon? Très bien. Constitution d'Athènes. Effectivement. Donc on va parler de Solon. Alors, à peu près, tous les personnages dont je parle se situent aux alentours de moins 650, moins 560 à peu près. Enfin, ils ont vécu un âge assez respectable. Et donc, on va commencer par parler de Solon. Alors, Solon d'Athènes incarne un peu l'idéal du législateur juste. D'un côté, législateur. C'est un ancêtre de Platon. Il fait partie d'une famille distinguée de la cité. Mais il a lui-même un sens de la justice très généreux. Il va partager ses biens. Il ne voudra pas, disons, garder, toutes les richesses pour lui. Il réalise de nombreux voyages dans sa jeunesse et ultérieurement. Et en particulier, parmi les voyages, il y a un célèbre voyage en Égypte, dont va nous parler Platon dans les Critias. Il va parler de ce voyage de Solon, parce que quand Solon visite les prêtres de la ville de Saïs, discutant avec eux, les prêtres lui disent « Ah, Solon, Solon, vous les Grecs, vous serez toujours des enfants. » Les Égyptiens voyaient les Grecs comme des petits enfants, enfin des jeunes âmes, entre guillemets, qui commençaient un petit peu à découvrir la vie, et se poser des questions, disons, plus ou moins bêtes. Enfin, ils étaient tout jeunes dans l'histoire. Et vous devez me dire par là qu'ils avaient une très très longue histoire, ce qui est vrai, parce qu'au moins 3000 ans d'histoire, je ne sais pas si vous voyez, 3 millénaires d'histoire. C'est beaucoup ça, hein? 3000, ça fait beaucoup. Nous, on ne sait même pas où on sera dans 100 ans. 3000 ans de continuité, tout en ayant des crises, parce que l'histoire de l'Égypte n'est pas non plus un long fleuve tranquille. Il y a eu des hauts, des bas, des bons rois, des mauvais rois. Mais il y a quand même un axe des pensées, une profondeur métaphysique, une dimension magique incroyable, quelque chose de très stable dans le changement. Donc, quand il voit ces petits Grecs qui sont un peu, disons, sortent dans leur berceau de leur histoire et autres, il les traite avec gentillesse, mais en se disant, voilà, vous êtes un peu jeunes. Et c'est comme ça qu'il leur raconte aussi l'histoire du déluge, etc., etc. D'autres versions. Bon, donc il apprend beaucoup de choses. Il faut savoir que beaucoup de Grecs allaient en Égypte, qui était comme une sorte de macro-université. C'était comme aller du côté d'Oxford, de Cambridge, je ne sais pas, enfin les grandes universités de l'époque, qui étaient à Héliopolis, et parce que déjà, à l'époque, disons, du 6e, 7e siècle, nous sommes à la fin, n'est-ce pas, de l'histoire de l'Égypte, dans ce qu'on appelle la basse époque, et donc les pharaons de l'époque, notamment Amasis, va fonder une colonie, Naucratis, où on accepte en fait qu'il y ait des Grecs qui viennent s'installer. Donc il y a une sorte de colonie gréco-égyptienne, où on peut faire les commerces, les échanges et autres. Et en même temps, on peut aller jusqu'à Héliopolis, enfin. Donc beaucoup vont voyager en Égypte pour se former. Thalès ira en Égypte, Pythagore ira en Égypte, Platon ira en Égypte. Vous voyez, c'était vraiment le lieu où il fallait aller pour améliorer ses connaissances, à la fois sur l'organisation de la cité, les coutumes, les religions et autres.
Il écrira dans sa jeunesse un poème sur le bon gouvernement qui s'appelle Eunomia. Eunomia, nomos, c'est la loi, gouverner, eu, c'est bon. Tout ce qui est eu, en grec, c'est bon. Donc, Eunomia, il veut donner des conseils pour la bonne gestion. La cité connaît des crises politiques, différentes factions se battent les unes contre les autres, et on va les choisir comme archontes, ce qui veut dire gouvernants, en 594. Donc il va faire des lois d'équité entre les riches et les pauvres, parce qu'il y a déjà toute la problématique des conflits dans cette proto-démocratie de l'époque entre les aristocrates, entre guillemets, la noblesse et les conditions, disons, les classes populaires. Donc il va toujours essayer de respecter l'intérêt général, d'établir des lois très justes. Donc justement, il y a une constitution d'Athènes qui est créée par Solon. Et une fois qu'il finit de mettre tout ça en place, en respectant l'intérêt général, il laisse le gouvernement, il part. Il part, disons, en voyage, justement, pour voir comment les gens appliquaient ces lois. Mais quand il revient, les conflits sont un peu réparus, et il y a un tyran qui s'appelle Pisistrate, qui prend le gouvernement après à la fin de cette période un peu d'essai. Il devient un tyran qui fait partie de sa famille. Mais on dit qu'il va quand même les respecter, et respecter un peu les lois de Solon. Donc ça, c'est pour expliquer Solon, le grand voyageur, qui essaie de rester toujours calme et maître de lui-même. Alors, je vais vous lire quelques pensées pour chacun de ces personnages que je vais vous présenter. Je vous lis quelques apophthegmes. Alors, de Solon l'Athénien, dit Solon l'Athénien, fils d'Exécertides. Alors, ces apophthegmes dont je parle, nous les avons récupérés pour les questions des sources d'un personnage qui s'appelle Démétrios de Phalère, sous l'archontat de Damasias, blabla, à l'époque, disons, d'une Olympiade, donc vers 586 avant notre ère. Donc c'est pas mal, c'est relativement tôt. Tôt, je veux dire proche de... Alors, quelques petites phrases de Solon, vous êtes prêts? Rien de trop, c'est ce qu'on lui attribue. Fuis les plaisirs qui engendrent la tristesse. Fuis les plaisirs qui engendrent la tristesse. Observe scrupuleusement l'honnêteté dans ta conduite. C'est exactement, dans son cas, on peut dire ce qu'il disait, il l'appliquait. Il était important pour lui de l'appliquer. Ah, celle-là, elle est très jolie. Scelle tes paroles par les silences, et les silences même par les circonstances. Scelle tes paroles par les silences, et les silences même par les circonstances. C'est-à-dire, les silences, c'est préférable à la parole, mais il y a des moments où il faut briser le silence si c'est le moment opportun. Ne te consacre qu'à ce qui est honnête. Celle-là, elle est bien. Quand tu auras appris à obéir, tu sauras commander. C'est une phrase assez connue, mais bon, là, on a une source, disons, présocratique. À tes concitoyens, conseille non ce qui est le plus agréable, mais ce qui est le meilleur. Ne fréquente pas les méchants. Consulte les dieux. Respecte tes amis. Prends la raison comme guide. Etc. Voilà, quelques pensées. Donc, vous voyez, toujours, il y a un ton à la fois moral, mais toujours de la recherche de la maîtrise de soi, de la juste mesure, de ce qui est juste, de ce qui est honnête. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils essayent de le pratiquer et pas seulement de le dire.
Et c'est ça qui fait la différence entre les sages et les bavards. Les bavards parlent de... Parce qu'il y a une phrase, n'est-ce pas, de Lao Tse. À Lao Tse, on attribue la phrase suivante. Et celui qui sait se tait, celui qui parle... Enfin, l'ignorant parle, n'est-ce pas, et les sages se tait. Donc, l'idée du silence associée à la sagesse. Bon, là, il parle, mais quand même, basé sur une certaine capacité de contrôle de soi-même. Ça, c'est déjà les premiers soucis. Alors, il était en rapport avec des maîtres de sagesse, ce qu'on appelait à l'époque des maîtres de vérité, certains types de sages. Donc, le conseiller de Solon, qui est très peu connu, mais là aujourd'hui vous allez le découvrir, s'appelle Épiménide de Crète. Enchanté. Là, je suis sûr que vous ne connaissez pas du tout Épiménide de Crète, n'est-ce pas? Moi non plus, je ne connaissais pas. Donc, je vous rassure. Mais un jour, on apprend à connaître ce qu'on ne connaissait pas. Peut-être est-il né aussi à peu près à la même époque, à Phaistos, donc près du palais de Knossos. Et en réalité, c'est un drôle de personnage, puisqu'il fait partie de ces personnages qu'à l'époque, on considérait liés... Parce que la Crète avait gardé... Je vous ai parlé de la Crète, la civilisation mycénienne. Donc on avait vu que elle avait perdu toute sa splendeur, mais quand même tout n'était pas disparu. Elle continuait à rester sur place. Et surtout, il avait la réputation d'être dans ces montagnes, en particulier les monts Idas. C'est là où la déesse Rhea avait caché les petites Zeus. Parce que vous savez que Zeus était le fils de Cronos. Cronos dévorait ses enfants. C'est ça, c'est le temps. Comme il avait peur d'être détrôné par ses fils, il les dévorait. Entier, gloup, comme ça. Mais à un moment donné, quand le sixième enfant naît, Rhea, qui était son épouse, qui symbolise un peu la matière primordiale, etc., décide de faire une tricherie, une tromperie. C'est-à-dire qu'en fait, il donne à Cronos une pierre emballée comme si c'était un bébé, il l'avale, gloup, comme il ne dégustait pas trop, ça passe comme une lettre à la poste, et le petit enfant est sauvé. Il le cache dans les monts Idas, dans l'île de Crète. Parce que chaque lieu de Grèce est associé à une partie de ces mythes, vous voyez, fondamentaux. Donc, on raconte qu'il y a des guerriers qui sont les dioscures qui dansent avec, tapant sur des boucliers, etc., avec des épées pour faire beaucoup de bruit, pour qu'on n'entende pas les bébés qui pleurent. Mais il est quand même, en tout cas, caché dans cet endroit. Donc, on a une sorte de dieu qui grandit dans ce lieu un peu secret. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est étrangement dans ces montagnes, dans ces lieux, où notre cher Épiménide de Crète va aller se réfugier, mais pour être dans une sorte de retraite méditative. Et ce qu'ils disent les récits, qui est quand même assez étonnant, Diogène de Laërce raconte ceci. Un jour où son père l'envoyait chercher une brebis égarée, il resta endormi dans une grotte du mont Dictée, près du mont Ida, où Zeus était né, caché de Cronos, et avait été élevé par les curettes. Précisément dans la grotte d'Ida, Épiménide accéda au degré d'initié. Donc il y a quelque chose qui est associé dans ces grottes, une sorte d'initiation, un peu dans le style orphique, vous voyez, ou chamanique, on ne peut pas parler encore de l'orphisme, mais je parlerai un peu de l'orphisme avec Pythagore. Et donc, les jeunes pasteurs dormis pendant 57 ans, et à son réveil, il rentra chez lui et retrouva son frère cadet déjà âgé. Donc c'est comme s'il était dans un état, vous voyez, un peu cataleptique, où, selon ces récits, plus ou moins mythologisés, ce long gré va déterminer une longévité énorme pour Épiménide, qui mourut à 157 ans selon certains, ou 299 selon d'autres. Bon, voilà ce qu'ils disent les récits. En tout cas, ce qu'on nous explique, c'est que c'était un sage un peu spécial. Car dans la grotte, il contemple Aletheia, la célèbre vérité, et la Dike, qui est la justice. Donc il est en fait dans un état contemplatif. Ce n'est pas exactement un sommeil comme nous l'entendons. Je ne sais pas si vous comprenez.
Là, nous retrouvons, puisque vous aimez l'Orient, Milarepa et tous les moines et tous les ermites, n'est-ce pas, tibétains, qui s'enfermaient dans des grottes. Ils ont fermé la porte et tout, donc ils recevaient parfois un petit bout de nourriture, ou presque rien. Donc c'était comme si c'était des lieux dans lesquels ils se retiraient du monde et presque de leur corps. Ils étaient dans un état un peu spécial. Selon l'interprétation d'Étienne, d'un autre philosophe, quand Épiménide se rend en plein jour à la grotte de Zeus d'Ictaïos et y dort pendant de nombreuses années, il converse avec les dieux et parle avec Alesseia et Dike. De la bonne compagnie, n'est-ce pas? Il est en compagnie de Dieu et en compagnie de la sagesse. Et on raconte que déjà en cette caverne, Minos consultait Zeus et Pythagore s'y rendit à son tour. Donc, vous voyez, dans ce monde minoen, les grottes étaient des lieux sacrés où les êtres humains entraient en contact avec des pouvoirs mystérieux et sortaient transformés par la sagesse rappelée à l'intérieur de l'antre. Donc on disait qu'ils ne mangeaient pas n'importe quoi, ils ne mangeaient presque rien, ils mangeaient simplement des mauves et d'asphodèles. Les asphodèles, je suis allé voir, ce sont des plantes avec des tiges hautes, avec des fleurs, n'est-ce pas? Donc ils s'alimentaient de quelque chose de très spécial, qui sont des sortes d'herbes qui naissent un petit peu dans les lieux près des cimetières, des choses comme ça. Un mélange de plantes et de graines qui lui permettait de ne pas avoir faim et soif, et qui était considéré comme propre aux dieux et aux hommes divins, car c'était l'offrande déposée sur l'autel d'Apollon. Donc une alimentation spéciale, et connu comme conseiller des Solons, Épiménide joue un rôle qu'on pourrait considérer central dans ce groupe de sages et de maîtres. Plutarque dira « un homme chéri des dieux et savant sur les questions divines, d'une sagesse inspirée et initiatique. » Donc par exemple, on disait qu'il avait le don de réparer, à travers des rites expiatoires et de purification, des états de troubles dans les cités. Quand il y avait des conflits, des problèmes, ou des pestes ou d'autres choses, il avait le don d'apaiser, de calmer, de rétablir l'équilibre de la cité. Pas mal, hein, on en aurait besoin. Donc, à l'instar des grands devins inspirés par Apollon, il était capable de découvrir dans le passé les fautes commises, les crimes et toutes ces impuretés qui provoquaient un état d'agitation psychologique au sein de la société, ce qui favorisait la discorde et la désunion. Les chercheurs s'accordent pour dire que les sages de cette époque archaïque avaient été instruits dans une science qui leur permettait la régénération des villes, des sociétés, comme une sorte de thérapie sociale. Donc, vous voyez, ils étaient très doués. En même temps, ils étaient capables d'établir les bonnes constitutions, les lois, etc. Mais quand il y avait disharmonie, on n'est plus dans l'éonomie, hein, on est dans la disharmonie. C'est comme des médecins qui avaient la capacité, vous voyez, de rétablir et de soigner ces désaccords sociaux. Donc, ils agissaient sur l'âme groupale, disons, de la collectivité. Intéressant. Donc, il applique ces remèdes purificateurs à Athènes à plusieurs reprises, car il savait identifier les causes des malheurs qui affectaient la cité. Donc, on est en présence, vous voyez, de ces personnages qui connaissent les passés, les présents et l'avenir. Ils peuvent même modifier les choses en connaissant les causes. Comme lorsqu'il a relié ces mots avec les conséquences d'avoir violé les droits d'asile à l'occasion du complot de l'athlète Silon et de l'assassinat sacrilège de ses partisans. Blablabla. Les méthodes qu'il utilisait étaient de redonner à la citoyenneté les sentiments de fraternité à travers des rites spécifiques, à l'exemple de la célébration des banquets où les aliments cuits rituellement sur un même feu étaient consommés sur une même table. Mais le plus important, c'est qu'après avoir restauré la pureté de la cité et l'avoir consacrée par diverses expiations, purifications et sanctuaires, il la transformé en cité obéissante à la justice et mieux disposée à la concorde, disait par exemple Plutarque.
quand on veut lui offrir des récompenses, des prix, des cadeaux, pour le remercier et tout ça, il n'accepte jamais rien. Et il n'apportait en Crète qu'une branche d'olivier sacré consacrée à Athéna. Pour ça, c'était aussi quelque chose qui pouvait étonner parfois les Perses ou autres quand ils apprennent que les grandes, comment dirais-je, athlètes qui vainquent dans les grands jeux, ce qu'ils gagnent, c'est une couronne d'olivier ou de laurier, ça dépend, et effectivement une grande jarre d'huile. Donc c'était ça les grands prix qu'ils avaient. Et... Bon, après, certains, ça leur montait un peu la tête, mais bon, ça c'est une autre histoire. D'accord, bon, etc. Bon, il y a plein d'histoires comme ça. Donc en fait, il y a même un spécialiste qui les traite de chamans. Vous voyez, parce que c'est une forme de chaman. Pour ça, je vous conseille à YouTube de suivre la conférence de Fernand Schwartz sur le chamanisme, parce qu'il en a fait plusieurs. Mais ce terme est insuffisant. Épiménide, dira notre auteur, est l'un de ces mages qui se nourrissent des mauves et d'asphodèles. C'est un purificateur et un devin. Il connaît les passés, les présents et les futurs. Son milieu est celui des mages, des inspirés, des individus au comportement exceptionnel, des hommes en marche du groupe social qui est organisé dans la police. Le niveau des pensées est celui du mouvement statique des spécialistes de l'âme. Bon, celui-là, je voulais surtout mettre un petit peu l'accent parce que il est très très particulier, peut-être le plus mystérieux de tous nos sages. C'est Épiménide. Épiménide. Ainsi, les sages Épiménides représentent une très ancienne lignée des grands maîtres de l'invisible, les grands maîtres de l'invisible, capables d'établir des liens avec les sacrés. Dans cette ligne, il conseilla les Athéniens sur de nouvelles formes rituelles, plus simples et plus en accord avec les temps nouveaux, et proposa des coutumes plus modérées et contenues. Donc tout amène toujours la juste mesure, l'harmonie, comme ce qui va donner un peu l'art grec. Les peintures, les sculptures, vous voyez, tout est dans l'idée de la mesure. Ils étaient obsédés par le nombre d'or. Il a également composé de longs poèmes sur la génération des curettes et des corybantes, sur les dieux et les expéditions de Jason dans les navires Argos. Et même, il est cité par Platon, parce que Platon cite certains de ces philosophes dans les lois, en disant qu'il a surposé les autres dans la parole, etc. Et dans un texte de Platon, on fait dire à notre Crétois, « Tu as probablement ouï dire qu'ici a vu le jour un homme inspiré nommé Épiménide, apparenté à ma famille et qui s'était rendu dans votre pays 10 ans avant la guerre des Perses, pour l'accomplissement d'un oracle que le Dieu lui avait ordonné. » Bla, bla, bla. Bon, enfin, ça, je ne vais pas insister tant en détail sur les autres, mais quand vraiment on est en présence d'un de ces personnages qui sont, vous voyez, à la lisière entre raison et magie, c'est intéressant d'en parler un peu plus. Donc, souvenez-vous que si vous voulez améliorer votre santé, vous devez vous nourrir des mauves et d'asphodèles. Des mauves et d'asphodèles. Asphodèles. Asphodèles. P-H-A-S-F-P-H, asphodèles. Je vous conseille d'aller. Pardon? C'est une sorte de cannabis. Non, rien à voir, rien à voir. Non, c'est une plante avec de jolies fleurs. Allez chercher asphodèles, plein de qualités. Bien, on continue avec Bias de Prienne. Est-ce que quelqu'un ici connaît Prienne, la ville de Prienne? Ah, bon, il vous manque quelque chose. Bon, si vous avez l'occasion, maintenant c'est vrai que c'est pas aussi facile d'aller dans ces belles terres de la Ionie. Mais si vous avez l'occasion de visiter Milette, vous voyez, toute la côte, entre guillemets, disons, oui, la côte occidentale, n'est-ce pas, de la Turquie actuelle, eh bien, pas loin de Milette, on va grimper dans la montagne et on va trouver une petite ville magnifique qui reste, au moins à la base, assez intacte, avec toutes les constructions de l'époque. C'était des villes qui étaient construites par un grand... c'est pas un architecte, disons une sorte de... On pourrait dire aujourd'hui un urbaniste, Hipparque, qui était des formations pythagoriciennes, faites comme tendance, et qui avait établi toute une cité selon des mesures très précises, des quadrillages, etc. Donc tout était ordonné, la notion des nombres d'or, les espaces pour les institutions de la cité, pour les temples, pour les habitations. Et c'est une mini-cité, où en général il y avait
de 1000 à 5000 habitants. Ce n'étaient pas des villes énormes. D'ailleurs, pour Platon, une fois qu'on dépasse un certain nombre d'habitants, il vaut mieux envoyer ces petits groupes humains de 200 personnes, créer d'autres cités, parce qu'il ne faut pas dépasser un certain nombre pour qu'il y ait une certaine harmonie. Donc ce n'étaient pas des cités, comment dirais-je, monumentales, on n'est pas dans les millions de personnes. Et alors là, à un moment donné, va habiter un homme très juste qu'on appelle Bias de Priene, reconnu par Thalès, qui va dire de lui qu'il est vraiment formidable, etc. Donc il disait, dès qu'il y a des difficultés, il faut aller consulter, il faut aller à Priene pour consulter Bias, pour dire à quel point Thalès, qui est considéré un des plus sages, les considère bien. Alors, le propre de Bias, c'est de surmonter les difficultés de sa cité avec ingéniosité et intelligence pratique. Parce qu'évidemment, bien que là nous présentons les choses dans une belle couleur, comme un ciel bleu lumineux, sans nuages, il y avait des nuages, il y avait des difficultés, ces cités se bagarraient les unes contre les autres, des gens qui s'envahissaient, donc bon, c'était pas non plus toujours un long fleuve tranquille. Donc, à un moment donné, il y a Aliate, le roi de Lydie, qui vient assiéger la cité de Priene. Bon, Lydie, c'est un petit peu dans le nord d'Asie mineure, même coin, donc à chaque fois, ces cités grecques vont faire la convoitise de leurs voisins. Elles sont bien, elles sont organisées, il y a des richesses. Allons-y, pillons tout ça. À l'époque, c'était un peu la règle du jeu. Alors, qu'est-ce qu'il fait, notre cher Bias de Priene? Il fait sortir, il prépare 2 jolis ânes, bien gras, plein de provisions, n'est-ce pas, des trucs, enfin des sacs qui ont l'air d'avoir des provisions, et les fait sortir devant la tête des assiégés. Qui en voyant ça se disent, bon, mais apparemment, là-dedans, ils ont des réserves. Parce qu'ils comptaient faire un siège rapide, les affamer, les vaincre rapidement. Et en fait, même d'autres vont arriver, venir, n'est-ce pas, voir ce qui se passe. Il y a aussi plein de sacs, apparemment avec des provisions. Enfin, ça va, ils sont prêts, venez, vous allez voir, il n'y a pas de problème. Et les sacs étaient pleins de sable avec un tout petit peu de graines par-dessus. Mais c'était si bien fait que les assaillants ont dit, ils vont résister trop, ça nous coûte cher. Donc finalement, ils abandonnent le siège et ils finissent par faire un traité de paix qui sera finalement profitable pour les gens de Priene. Et en fait, après, un roi de Lydie invite Bias à un banquet, et Bias lui dit non merci, j'invite par contre Aliate, qui était le roi, à manger des oignons. Il disait pleurer pour sa défaite. Dans la réponse qu'il lui donne, c'est allez-y, prends tes oignons et pleure bien parce que tu t'es fait avoir. Après, il y a également une menace de Crésus, une invasion à la cité, et là aussi il va réussir en disant qu'il y a les Grecs insulaires qui vont attaquer. Enfin, il y a une deuxième fois où il arrive un petit peu à sauver la cité des attaques. Mais il y a une troisième dans laquelle c'est Cyrus II, roi des Perses, qui attaque, et là ça devient trop dur. Et c'est d'ailleurs les Perses qui ont fini par vaincre, n'est-ce pas, toutes ces cités athéniennes, ces cités grecques. Et là, il suggère à ses concitoyens de partir et se réfugier dans l'île de Sardaigne, qui a de très bonnes conditions, des bonnes terres vierges, on peut avoir des oliviers, etc., pour échapper à la domination perse. Bien sûr, la population ne veut pas, et la proposition est rejetée, et la domination perse s'installe. Et un certain nombre d'habitants vont fuir, dont lui. Alors on dit qu'il perd sans rien. Et donc, quand on dit, mais t'es bien, et alors Bias dit, j'ai peur, je porte tous mes biens avec moi. Parce qu'il était suffisamment dans la sobriété et le dépouillement qu'il n'avait pas besoin de porter grand-chose. Il est donc un gouvernant astucieux, ingénieux. Il est avocat, juge, un bon orateur qui œuvre pour le bien général, médiateur qui cherche la concorde. Il va parvenir à faire des accords avec les autres cités ioniennes. Et il disait, il est plus difficile d'intervenir dans des conflits entre amis que dans ceux des ennemis. Car parmi les amis, les vaincus deviennent ennemis, alors que des ennemis, les vainqueurs deviendront amis.
Bon, il va sauver aussi des populations messéniennes. Enfin, il va faire plein d'actions assez généreuses. Alors, l'anecdote est la suivante de la fin de sa vie. Il défend des victimes contre les injustices. Et à un moment donné, il est dans un procès. Donc, il vient de plaider pour la défense, disons, de la personne qu'il défend. Il s'assied, il incline la tête sur l'épaule sur la tête de son petit-fils, comme s'il était un peu endormi. L'accusation fait son discours, on donne les résultats, finalement celui qui gagne. Mais quand tout est fini, on se rend compte qu'il est mort. Il est mort en plaidant, disons, dans l'assemblée, disons, du jury. Et on lui fait des funérailles solennelles. Alors, voulez-vous quelques apothegmes de notre ami Bias de Prienne, fils de Teutamides? Vous voulez quelques-uns? Allez. Bon, celui qui a dit quelque chose, mais manifestement il avait une certaine expérience. La plupart des hommes sont malhonnêtes. Ah, ça c'est génial. Il faut te regarder dans un miroir. Si tu te trouves beau, agis honnêtement. Si tu te trouves laid, corrige par l'honnêteté de ta conduite l'imperfection de la nature. Oui. Il faut te regarder dans un miroir. Si tu te trouves beau, agis honnêtement. Si tu te trouves laid, corrige par l'honnêteté de ta conduite l'imperfection de la nature. On peut être laid et honnête. C'est mieux qu'être beau et malhonnête. Je vous dis encore, j'en ai plein, mais je veux dire au moins quelques-unes de plus. Mets de la lenteur pour aborder une entreprise. Mais le travail commencé, poursuis-le avec énergie. Donc, tu commences lentement. Une fois que le travail est commencé, tu le poursuis avec énergie. Dans le sens, il faut arriver jusqu'au bout. Pas s'arrêter. Aime la prudence. Réfléchis à ce que tu fais. Parle à propos. Quand tu fais une bonne action, rapporte-en la cause au Dieu, non à toi. Ah, ça c'est joli, pour les âges de la vie. Adolescent, applique-toi à l'action. Vieillard, à la sagesse. Adolescent, applique-toi à l'action. Vieillard, à la sagesse. Bon, là, il y a une très longue, mais qui est très bien aussi. Voilà, ça, c'est quelques-unes de notre ami Bies de Prienne. Je continue avec la collection. Ils sont pas mal, hein? Donc, continuons avec Chilon de Sparte, terre de la légalité. Alors, Sparte, c'est une ville très spéciale, qui existe depuis très longtemps. Hein. C'est partie des villes très très anciennes aussi. Pour lesquelles Platon était logé dans les lois. Parce qu'il dit que le gouvernement de Sparte, il y a quelque chose à prendre de ce gouvernement spartiate. Notamment par rapport à la notion de l'équilibre des pouvoirs. Disons que partant de la base que la plupart des hommes sont malhonnêtes, il faut toujours rééquilibrer les forces des uns et des autres. Sinon, chacun va tendre vers son intérêt particulier et on va perdre l'équilibre de l'intérêt général. Donc, vous avez entendu parler de Lycurgue. Lycurgue est un roi très célèbre, disons, de Sparte, qui apparaît comme celui qui a, mis en place les législations fondamentales de la ville. Et on est à peu près un siècle avant Chilon de Sparte. Donc on est à peu près 750. C'est assez ancien. Donc, par exemple, il invite un poète, Thalétès de Gortyre, qui avec ses mélodies et ses rythmes développe l'obéissance et la concorde. Donc, la musique et l'art jouent un rôle dans ces cités d'harmonisateur de caractère. C'est pas simplement pour l'esthétique ou passer un bon moment en écoutant, distrayant dans son appareil de musique, les choses. Non. Elle a un pouvoir magique, un peu à la manière d'Orphée, qui est capable d'apaiser les bêtes sauvages, n'est-ce pas? Il faut de la vision un petit peu pythagoricienne. Être dans la bonne musique, c'est mettre l'âme dans un état de réceptivité des plans subtils et supérieurs des choses.
Donc ça provoque un apaisement et une inspiration. Il voyage en Asie mineure. Il paraît qu'il a été en contact avec l'œuvre d'Homère, en Asie mineure. Il voyage en Égypte, donc pour étudier un petit peu l'organisation de la cité. Il consulte l'oracle de Delphes. Et l'oracle de Delphes confirme que le système qu'il est en train de mettre en place est le plus durable de tous. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va établir une constitution, une organisation de la cité de Sparte, où il y a deux rois. Chaque roi contrôle un peu l'autre. Il y a un conseil de 28 anciens qui vont conseiller un petit peu le roi. Et pour contrebalancer ces côtés des anciens, il nomme de manière régulière, chaque année, etc., les efforts, 5 efforts, qui viennent de différentes tribus, disons, de la cité, qui vont corriger les excès des rois et des anciens. Donc, qui ont un droit, disons, de faire des lois, ou d'intervenir, ou faire des propositions, mais à condition que ce soit l'unanimité. Mais apparemment, c'était aussi des gens qui connaissaient les étoiles, les lois du ciel. Ils combinent aussi une dimension un petit peu du sacré, tout en étant élus régulièrement. Donc, il va rétablir les forats, donc après, je parle maintenant d'Équilon. Il apparaît comme un réformateur prudent. Il travaille à partir des lois établies par Lycurgue et change l'équilibre entre les démos et l'aristocratie. Il aurait aussi des pouvoirs un peu divinatoires. Donc, vous voyez, on est toujours devant des personnages très spéciaux. Et c'est assez curieux pour nous de penser qu'à l'époque, Sparte avait une force morale très importante. Parce que vous savez que les gens étaient éduqués de manière assez sévère, une éducation très forte du corps et de l'esprit aussi, mais sans aucun attachement à la richesse, avec des biens collectifs, n'est-ce pas, plutôt. Et les Spartiates combattaient toujours avec deux, se formaient à deux, pour que chacun puisse toujours apprendre à travailler dans la relation avec l'autre. Dans l'éducation des jeunes, pour leur donner un peu la capacité de débrouillardise pendant un temps de leur formation, on les lançait, n'est-ce pas, partir un peu à l'aventure. Ils devaient survivre tout seuls, c'est vrai, pour manger. En fait, c'est une formation assez ardue. Et les femmes aussi étaient formées dans les côtés guerriers, les arts, enfin tous les domaines. Ils étaient moins dans les côtés artistiques et plus dans les côtés maîtrise du corps. Il y a quelqu'un qui a écrit un très bon livre sur les Spartiates et qui expliquait à quel point ils avaient développé une science qui était la maîtrise de la peur, la phobiologie. Phobios, c'est la peur. La phobiologie, c'était l'art de maîtriser tous les muscles, savoir exactement comment le corps réagit face à chaque situation. À tel point, les Spartiates étaient extraordinaires comme armée, avec une maîtrise d'eux-mêmes colossale, que quand il y avait des armées qui allaient s'affronter, et d'un côté il y avait les Spartiates, ils arrivaient sur le champ de bataille, tranquilles, ils mettaient leur casque, ils coiffaient leur espèce de crinière qu'ils avaient dessus, ils mettaient leur bouclier, se préparaient tranquillement, et quand ils avaient fini de se préparer, l'armée d'en face n'était plus là. Parce qu'ils provoquaient une telle peur, pour ça ils se considèrent les fils d'Arès. Ils développaient, entre guillemets, la trouille telle que les autres partaient. Et dans ces batailles, quand ils mouraient pas énormément de monde, mais c'est intéressant cette histoire. Donc, la maîtrise totale. Bon. Après, il y aura quelques petits problèmes avec Sparte. Mais par exemple, ils vont intervenir pour combattre la tyrannie à Athènes. Ils vont faire changer certains éléments pour arriver à des gouvernements un peu plus justes. À cette époque-là, ils privilégiaient les lois et les constitutions au-dessus de la volonté des tyrans. Donc, ils s'opposaient aux tyrans. Et quelque part, dans les conflits avec Athènes, ça va intervenir. Ils vont faire des réformes dans les sanctuaires olympiques, il y avait les cultes de Zeus et les célèbres Jeux olympiques. Et on raconte que notre cher Quilon de Sparte va mourir de joie quand il sait que son fils a remporté les épreuves du pugilat. Parce que ces épreuves, donc il était tellement content, boum, voilà. Il va diriger la Ligue du Péloponnèse,
contre les Perses et l'alliance de différenciité, parce que nous sommes quand même toujours en guerre. Quelque part, cet univers-là grec n'est pas aussi pacifique qu'on le croit. Alors, dans les conseils de vie qu'il va donner, je crois que c'est lui qui... Non, c'est un autre gars, semble. Ah oui, il y a une phrase très jolie qui dit « Rends-toi lentement aux invitations de tes amis et rapidement à leur malheur. » Donc quand tu es invité à un banquet, vas-y tranquillement. Mais si tu es appelé parce qu'il y a un problème, là tu dois aller vite. Obéis aux lois, maîtrise ton caractère. Il va dire ceci, que ta langue ne devance pas ta pensée. Vous savez, parfois on parle trop, donc réfléchis. Ça, il y a une phrase un petit peu semblable de Pythagore qui dit qu'il faut tourner la langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Peut-être ça va faire quelques nœuds dans la langue, mais c'est quand même intéressant. Toujours maîtriser, contrôler. Mieux vaut une perte qu'un gain honteux, car l'une afflige une fois et l'autre toujours. On dit qu'il a évité de juger un ami, donc il a demandé de les récuser pour ne pas intervenir. Et disait que la différence entre les sages et l'ignorance, c'est que les sages ont de l'espoir. Il n'a jamais rien fait d'illégal. Il paraît que c'est une personne d'une honnêteté totale. Et j'aime bien ça. Avec la pierre des touches, je ne sais pas ce que c'est exactement, on teste l'or. Il y a quelque chose qui permet de tester l'or qu'on appelle la pierre des touches. Avec l'or, on peut tester l'intelligence des hommes, des méchants et des bons. Bien. Alors, qui me reste? Plein de monde. Mais on va aller un peu plus vite. Pythagore de Mytilène. Voilà, je vous ai cité quelques pensées de lui. Pythagore de Mytilène, nous sommes dans l'île de Lesbos, et il y a toujours des conflits entre des partisans de la démocratie et l'aristocratie. À un moment donné, c'est un démagogue qui gouverne, il est renversé par les aristocrates, il est renversé de nouveau par un tyran, lequel est assassiné. Bon, bref, il y a plein de conflits dans cette île de Lesbos. Ils font une campagne d'Athènes, dans laquelle il va diriger l'armée, mais qui sera vaincu par les Athéniens. Mais à un moment donné, on va quand même le nommer gouvernant avec le titre suivant. On va le nommer Aïsymnétès. Enchanté. Aïsymnétès. Aïsymnétès. A-I-S-Y-M-N-E-T-E-S. Qui voulait dire celui qui donne sa juste part à chacun. Celui qui donne sa juste part à chacun. Apparemment, c'était les titres des juges de jeux, disons, de jeux de temps homériques. Parce qu'il y avait toujours la notion d'être juste dans l'arbitrage des choses. Vous voyez, on est toujours dans un sujet qui va être le cœur de la pensée platonicienne, qui est la quête de la justice. Le cœur de la cité est associé à la quête du bien, et la quête du bien s'exprime par la justice. Donc, comment agir de la façon la plus juste? Donc, il va être le contraire du tyran, celui qu'on nomme dans le titre d'Aïsymnétès, qui n'agit pas par violence et qui va justement rétablir les choses au mieux. Donc, il va effectivement, comme législateur, amplifier les droits des membres de Démos, donc du peuple, diminuer ceux de l'aristocratie, et il établit des lois. Alors, c'est assez amusant. Dans les lois qui sont restées, il diminuait l'ostentation des fastes. Donc, les gens très riches qui font des trucs un peu mal. Et une loi qui apparemment est restée après le départ de Pythagore, c'est que les délits en état d'ivresse devaient avoir des peines supérieures aux délits en état normal. Pourquoi? Parce qu'il paraît qu'il y avait beaucoup de vignes dans les coins et la plupart des délits étaient commis par des ivrognes. Donc il s'est dit, bon, allez, on va essayer de calmer un peu le jeu. Donc il établit une loi, voilà, si tu es ivrogne, tu payes plus. D'origine thrace, il avait épousé quelqu'un de l'aristocratie, mais il a une vie frugale et austère. Selon certains, il va même moudre sa propre farine, pour vous dire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on sait un petit peu sur ces enseignements? Il a donc une attitude de vie très réfléchie et très calme. Celui qui va dire qu'on est les moments opportuns. Donc, il est dans l'idée de respecter les kairos.
Il y a une autre façon de le dire, sache discerner les moments favorables. Et des amis. Supporte les petits inconvénients que les autres te causent. Acquiert l'honnêteté, aime l'instruction, la modération, la prudence. En commandant aux autres, sache te gouverner toi-même. Il n'accepte ni propriété ni l'argent des Crésus, parce qu'il affirme avoir déjà le double de ce dont il a besoin. Enfin, tous ces sages, oui, c'est intéressant parce qu'ils sont gouvernants, ils sont sages, ils sont le contraire de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, la maladie du pouvoir, qui est la corruption. Donc c'est en cela qu'il prouve quand même une sagesse morale à toute épreuve. Alors là, je viens à parler d'un personnage qui s'appelle Cléobule, de Lindos. Et Lindos est une ville de l'île de Rhodes. Toujours on est dans les côtes orientales. Et Cléobule est un homme robuste et beau, de famille aristocratique. Il semblerait qu'il descende d'Héraclès lui-même. Et son père était le gouverneur de Lindos. Et lui, il le succède naturellement. Et il gouverne, dit-on, comme un tyran prudent. Il faut savoir que le mot tyran, initialement, voulait dire gouvernant. Ça n'avait pas une connotation négative. Au fur et à mesure qu'il y a eu des abus de pouvoir, pour ainsi dire, le mot a pris une connotation de plus en plus négative. Il reconstruit le temple d'Athènes, selon les modèles archaïques, et il s'occupe de l'éducation des jeunes filles. Mais avant de prendre le pouvoir, pour apprendre de leur sagesse, il voyage en Égypte. Oui, il fait partie des gens qui vont voyager en Égypte. Il a écrit énormément de poèmes, 30 000 vers, des énigmes, des aphorthèmes, enfin, tout ce que vous voulez. Et il avait une grande facilité de mémorisation des idées et des mots. Donc pour lui, la modération est la meilleure chose, maîtrise les plaisirs, ne fait rien par la violence. Il est dans le dépouillement et la maîtrise de soi. Sois un ami pour écouter et non pour trop parler. Il vaut mieux que l'amitié soit associée à l'écoute plus qu'au discours. Conseille ce qu'il y a de mieux aux citoyens. Considère ton adversaire l'ennemi du peuple. Et alors il a fait une devinette. Un autre jour il faisait des devinettes. Alors, je vais vous raconter la devinette. Je ne sais pas si vous arrivez là. Alors, à quoi ça se réfère? Il dit, 1 est le père, 12 les enfants. Chacun d'eux a 2 fois 30 filles au visage alterné. Les unes ont un visage blanc, les autres un visage noir. Toutes sont immortelles et toutes se consument. De quoi s'agit-il? Voir si vous êtes à la hauteur de Pythagore de Méthylène. Bon, comme je ne l'ai pas deviné, je vais vous le dire parce qu'il faut que je sois honnête. C'est une allégorie sur l'année. Ah ben oui, ben oui, me dit monsieur, ben oui. L'année, puisque 1 est le père, donc en fait, unité, 12 les enfants, c'est les mois, et chacun divisé en 30 filles à visage alterné, blanc et noir, donc 30 jours avec les côtés jour et nuit dans chacun. Et qui sont en même temps immortels et se consument, parce qu'ils disparaissent et après ils vont réapparaître. C'est sympa. Et alors, comme il s'occupe de l'éducation des jeunes filles, il a une fille qui devient très sage et qu'on appelle Cléobuline. Et Maria Dolores, qui défend beaucoup les dames, puisque c'est une dame qui a écrit ce livre, était très contente de nous parler d'une jeune fille sage qui fait partie de l'histoire de cette sage. Alors, elle apparaît modestement dans les banquets des sages de Plutarque, donc un peu plus tardif, mais on parle quand même d'elle comme une jeune fille pleine de qualités, en fait, pleine d'inspiration, belle et intelligente, vous voyez, c'est pas mal. Qui aurait rencontré la poétesse Sappho, puisque c'est à peu près la même époque. Mais elle faisait aussi des proverbes, des énigmes, enfin, elle était aussi, elle écrivait, elle réfléchissait. On l'appelait Eumétis, celle qui conseille. Donc elle aurait composé plusieurs choses. Elle avait une réputation de sagesse, de simplicité, d'intelligence pratique et de pensée philanthropique. Et pour finir la liste, un étrange et curieux personnage apparaît dans la liste de cette sage. Pourquoi il est curieux? Parce que Anacarsis est un prince scythe.
Alors vous direz, que vient faire un prince scythe en pleine histoire des Grecs? Eh bien, c'est un étranger, n'est-ce pas, qui était avec des qualités de prudence, de sagesse. Il paraît qu'il avait aussi quelques capacités de création disons, des inventions, d'application aux arts et aux disciplines. Et donc, tardivement, vers 400, on va l'intégrer dans la liste des sages. En fait, il va apparaître un petit peu comme le personnage exotique qui, par contraste, pose un peu les questions sur les caractéristiques de la civilisation grecque. C'est un peu comme les lettres persanes, vous voyez, donc quelqu'un d'autre vient d'ailleurs et nous regarde. Alors, qu'est-ce qu'il peut penser sur nous? Il est le fils de Gnouros, le roi des Scythes. Alors, vous savez, la civilisation scythe, on est entre le Don et le Danube. C'est, disons, en haut, disons, de la mer Noire, toutes les côtes. Et là, il y a eu encore, les Grecs ont eu des colonies jusqu'en Crimée. Et ceux qui ont fondé Byzance, etc. Donc là, il y avait des peuples qui étaient un peu nomades, ou pas trop, mais quand même qui avaient beaucoup de chevaux. Ils avaient développé une grande richesse, donc il y avait beaucoup d'échanges de ce niveau-là. Et ils étaient inspirés de plusieurs cultures, dont la culture grecque. Il y a eu des moments où ils s'entendaient bien, d'autres où ils se battaient, enfin. Et ils avaient des tombes, qui étaient des sortes de tumulus, kurgan, dans lesquels on a trouvé de la vaisselle en or fantastique. Il n'y a pas si longtemps, enfin, bon, je ne sais plus calculer les années, mais à Paris, il y a eu plusieurs fois des expositions sur l'or des Scythes. Ça vous dit quelque chose, non? On n'a pas trop d'objets Scythes dans les musées français, mais de temps en temps, on nous amène des expositions. Sinon, vous tapez, cherchez l'or des Scythes sur Internet, et ça vaut la peine, parce qu'ils ont des ritons, des grands vases, des plats magnifiques, avec des motifs de style grec classique d'une beauté exceptionnelle. Donc c'est une civilisation assez raffinée, mais en même temps avec ses traditions, disons, un peu orientales. C'était quand même des peuples indo-européens. C'est ce qu'on appelait les Cimériens. Comme sa mère était grecque, il avait eu envie de venir visiter, disons, ce monde, comment dirais-je, ce monde grec. Et il amène avec lui, en fait, toute l'image d'un type de société où il y a la notion du roi prêtre, un gouvernement archaïque. Donc, pour les Grecs de l'époque, c'était comme s'ils rencontraient un roi mycénien, quelqu'un qui était dans la logique de l'arché, les basileus, le roi prêtre, vous voyez, qui combinait l'importance combinait les trois groupes indo-européens, c'est-à-dire les prêtres, les guerriers et les paysans. Donc, ils avaient trois éléments emblématiques: la coupe de libation, la hache de guerrier et la charrue des paysans. Donc c'était comme un retour en arrière. Il va échanger avec Solon, ils vont comparer un petit peu les deux civilisations. C'est lui qui va se présenter à Solon et dire « J'aimerais vous connaître, discuter avec vous ». En fait, il était très osé, notre personnage. C'est un homme qui respecte en fait les pactes. Et il était très curieux. Il disait Anacharsis dit « En Grèce, les sages parlent et les ignorants décident ». Pas tout à fait faux, puisque c'est le problème de la démocratie. À toute égalité, le terme de la démocratie, qui est l'isonomie, si toutes les choses sont égales par ailleurs, le mieux est d'agir ou de faire, est défini par la vertu, et le pire par le vice. Donc c'est la vertu qui distingue les êtres. Chercher un gouvernement des sages, détenteurs du savoir pratique, appliqué à la vie de la cité et appliquant des valeurs morales. Donc, quand il retourne à une région de la mer Noire, il passe par une région où il y a le culte de la mère des dieux qui était Cybèle, Cybèle, qui après les Romains vont donner beaucoup d'importance parce qu'ils vont devoir ramener une pierre noire, météorite, qu'ils vont installer à Rome pour faire le culte de Cybèle. Et lui, inspiré de tout ça, décide, quand il arrive chez lui, d'instaurer un culte à Cybèle. Mais au moment où il est en train d'accomplir un rituel, le roi, quelqu'un informe celui qui devait être, si c'était la même époque, son frère, le roi, qui arrive et qui lui tire une flèche et le tue. Donc il est tué par sa propre famille parce qu'il est en train d'essayer d'intégrer quelque chose qui ne rentre pas dans les traditions locales. Ça, c'est un peu plus triste, mais c'est comme ça.
Bien, avec ça, vous voyez, je vous ai fait un petit tour d'horizon. Je vous ai parlé d'un certain nombre de ces sages. Voilà. Donc, si ah, c'est l'heure de clôturer. Donc, si on clôture, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette riche époque? D'abord que justement, il y a une force de renaissance qui s'inspire des éléments anciens, mais qui apporte une sorte de rénovation. On est déjà dans la préfiguration de l'organisation des cités avec tout ce qui sera les soucis par la suite des grandes cités grecques, qui va se cristalliser dans les combats entre Athènes et Sparte, puisque chacune d'elles représente deux modèles culturels très différents. Mais on est toujours dans les idées des cités-États. Et chacun des sages apparaît comme des êtres capables de porter la législation, mettre de l'ordre, de la justice dans leur cité, et qui partent de la base, et c'est pour ça qu'ils sont sages, qu'ils doivent appliquer ce dont ils parlent. Donc c'est une sagesse d'application de l'enseignement. Et pour ça, disons, ce qui naît de la rumination, la méditation de leur vécu, c'est traduit par ces petits enseignements, ces phrases courtes, bon, qu'on a dit un peu rapidement, mais chacune d'elles mérite que l'on s'arrête un petit peu à les réfléchir, les méditer, et surtout voir comment elles s'appliquent à notre propre expérience de vie. Donc ça a permis vraiment que ce monde grec puisse se remettre en marche, et après arrivera le célèbre siècle d'or de la Grèce, avec les philosophes qui suivront. Mais entre les deux, il y a tous nos amis que je vous invite à découvrir selon vos possibilités. Prochain rendez-vous le 7 décembre 2023. J'essaie de commencer à 9h45, si les circonstances le permettent. Ça nous donne peut-être 15 minutes de plus, parce que je dois finir vers midi. Et après, ça sera dans Thalès de Milette. Alors vous verrez quand on va étudier les philosophes dites présocratiques, qu'on rentre dans l'idée. Thalès disait que les commencements des choses étaient dans l'eau, un tel disait que c'était dans l'air, un autre disait que c'était dans le feu. Donc on va dire que ce sont les philosophes des éléments. Et c'est comme si chacun privilégiait un élément. Quelque part c'est vrai, mais ça doit être interprété de manière un peu plus subtile. Et il faut se rappeler que de tous les énormes textes qu'on peut écrire et même transmettre ces sages, il ne reste que très peu. C'est des mini-fragments. Donc nous sommes en train, disons, c'est comme si on avait un bout de page, vous avez un bout de ces documents, et vous dites, voilà, cette personne a traité sur ça. Oui, mais peut-être elle a traité aussi sur des tas d'autres choses dont on n'a pas la trace. On est faut être très modeste par rapport à ça. Et surtout comprendre qu'ils sont tous dans une cosmovision commune, qui est associée à ce temps où la connaissance passe également par la magie, par la raison, par l'intuition, et où les dieux et les humains sont assez proches. Donc Thalès, ensuite Anaximandre, Anaximène, on est effectivement dans l'infini. Pythagore, bon, Pythagore est vraiment tellement extraordinaire qu'on va déborder largement, mais bon, on fera ce qu'on pourra. Héraclite d'Éphèse, dite l'obscur, lui aussi parle avec des énigmes plus ou moins incompréhensibles. Parménide d'Élée, alors c'est la voie des lettres de l'unité. Pour Platon, la pensée de Parménide est extraordinaire. Et un de ses derniers livres qui était étudié à l'Académie était le Parménide. Il a écrit un ouvrage sur Parménide. Empédocle, alors lui c'est un autre fou que j'adore, parce qu'il était un peu mage, thaumaturge, je voyais un peu dans le style de notre ami Crétois. On est dans des personnages un peu exceptionnels, et avec des vies exceptionnelles. Et à la fin, on fera un petit tour général pour voir qu'est-ce qu'on retient de tout ça.